Euh, Avant toute chose, un petit mot pour vous dire que la conférence d'aujourd'hui, elle est enregistrée. Si jamais vous n'êtes pas à l'aise d'être vu, vous pouvez tout simplement fermer votre caméra, donc c'est absolument pas un problème. À savoir aussi que si jamais vous ne voulez pas être entendu, vous avez une question, mais vous ne voulez pas faire partie de l'enregistrement, on peut faire un montage aussi, donc on peut couper votre intervention. Donc, pas de stress là-dessus non plus. Donc, voilà ce qui est proposé pour aujourd'hui, pour la conférence d'aujourd'hui. Ça va être une présentation d'environ 30 minutes sur le sujet, suivie d'une période de discussion, de questions. Donc, c'est super. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui dans la conférence, donc n'hésitez pas à discuter, à poser des questions. C'est ça qui fait qu'on fait vraiment avancer la cause féministe. Donc, vous êtes tous les bienvenus à parler. Maintenant, j'ai quelques petits mots sur moi. Donc, je me présente, je m'appelle Marianne-Sarah Saunier, je suis anthropologue, je suis professeure associée à l'IREF depuis janvier. Je suis aussi chercheuse ADS+, intersectionnalité à l'Observatoire québécois des inégalités, où je m'intéresse entre autres au lien entre changement climatique et inégalité de genre, plus particulièrement au Québec. Sinon, je fais mon postdoc en travail social à McGill sur les migrations climatiques et leur impact sur les violences basées sur le genre. La plus grande partie de mes recherches se font vraiment en Asie du Sud. C'est là que j'ai fait aussi mon doctorat sur des sujets féministes aussi. Et puis la raison pour laquelle aujourd'hui, je vous présente la migration climatique, la raison pour laquelle je vais vraiment me concentrer sur l'Asie du Sud, c'est parce que c'est vraiment là que les changements climatiques sont les plus percutants. Donc, c'est là qu'on va voir vraiment les grandes orientations là, que ça peut avoir avec les dynamiques de genre. Donc, voilà. Comme je vous dis, les questions vont être après, donc je me lance tout de suite. Ce que je trouve, pour cette deuxième conférence de cette série de 5, on entre vraiment là, dans l'articulation féministe des changements climatiques. Donc, la dernière fois, on avait parlé avec Jen Golby de la façon dont on pouvait appréhender la recherche pour essayer d'avoir un impact, d'être vraiment plus dans l'action plutôt que dans les connaissances, dans la création de connaissances. Donc, c'était parfait comme position épistémologique. Là, cette fois-ci, on est vraiment sur le terrain. Donc, je vais vous présenter un peu le lien qu'il y a oui, avec la migration climatique, entre les inégalités de genre et la migration climatique, mais encore plus largement, on va parler de vraiment pourquoi est-ce que les changements climatiques impactent davantage les populations les plus vulnérables, dont les femmes. Ce lien-là entre changement climatique et inégalité de genre, il n'est pas nouveau du tout. Donc, bien entendu, on peut retourner au fondement là, de l'écoféminisme, mais dans les recherches qui ont ressorti récemment, c'est vraiment l'idée que statistiquement, on se rend compte que les femmes et les enfants ont jusqu'à 14 fois plus de chances de décéder dans des événements en lien avec les changements climatiques que les hommes. Donc, une statistique qui est impressionnante, qui est alarmante, mais ça repose sur un fondement. Un des bons exemples qu'on a pour ça, par exemple, c'est durant le tsunami qu'il y a eu en 2004 en Indonésie, on a réalisé que les décès qui avaient eu lieu là, durant cet événement-là, là, 80 à 90% étaient des femmes et des enfants. Donc, ce sont des statistiques, encore une fois, qui sont extrêmement surprenantes, pratiquement difficiles à croire, mais ça repose sur des inégalités sociales qui sont déjà en place, c'est-à-dire que tous les événements de crise augmentent, exacerbent les inégalités qui sont déjà existantes et viennent creuser le fossé entre différentes populations. C'est par exemple ce qu'on a vu nous, ici, avec la COVID, hein, on a vu avec la COVID que les gens les plus riches sont devenus plus riches, puis les plus pauvres sont devenus plus pauvres. Mais c'est la même chose aussi avec les changements climatiques. Donc, ça impacte nécessairement les femmes parce que les femmes font partie des 70% des personnes les plus pauvres dans le monde. Elles font aussi partie des 60% des personnes qui souffrent de la faim dans le monde. Donc, c'est normal qu'elles soient nécessairement plus affectées. Maintenant, comme je disais tantôt, la raison pour laquelle j'ai vraiment basé là, cette conférence-ci en Inde, c'est parce que c'est là vraiment que les changements climatiques sont les plus criants. Donc, il faut prendre en compte aussi que l'Inde, officieusement, est le pays le plus peuplé, mais officiellement va l'être très bientôt là, dans les prochains recensements. En Inde ou dans le sous-continent indien, là, on retrouve 1,5 de l'humanité qui vit dans cette région-là. Et c'est bien entendu aussi l'endroit où les changements climatiques géographiquement sont les plus catastrophiques. Donc, on est vraiment aux prises ici avec une bombe qui peut exploser et
qui s'apprête à exploser, en fait, plus les années augmentent, là. Donc, ce qu'on remarque depuis quelque temps, c'est vraiment des vagues de chaleur qui sont causées par des moussons qui sont de moins en moins importantes. Donc, en Inde, la mousson, c'est des périodes de pluie torrentielle là, qui permet d'abreuver toutes les terres, qui permet de faire sortir tout ce que l'humanité mange là, durant toute l'année. La période de mousson, ça dure environ là, de juillet jusqu'à, je dirais de juin en fait, jusqu'à la fin septembre. C'est nécessaire, c'est obligatoire, mais il y en a de moins en moins, ce qui fait qu'il y a des grandes périodes de sécheresse, des terres qui sont complètement bonnes à rien. On est obligé parfois de changer d'endroit parce que on perd tout à rester sur notre territoire. Donc, sécheresse extrême, mais aussi des inondations dans d'autres endroits où absolument il n'y a pas autant de pluie, mais là, cette fois-ci, parce que le climat est déréglé, à ce moment-là, certaines terres vont être complètement inondées, il va y avoir des glissements de terrain, ce qui fait qu'encore une fois, on n'a pas le choix d'abandonner sa terre, d'essayer de se trouver une autre place où vivre. Ça vient aussi avec le niveau des mers, avec des cyclones. Donc, toutes des raisons pour expliquer les inondations qu'on voit de plus en plus importantes en Inde, le tout aggravé aussi avec à d'autres endroits des périodes de sécheresse. Donc, ce qu'on remarque en Inde, c'est que, ça fait déjà plusieurs années, vous voyez juste le petit print screen que j'ai mis, 2017, des milliers de fermiers indiens se suicident face à la sécheresse et la hausse des températures. Donc, ça fait longtemps déjà qu'on savait que c'était l'enfer en Inde à ce niveau-là, mais aujourd'hui, c'est pire que jamais, là. Donc, on estime que dans les 30 dernières années, il y a plus de 60 000 fermiers indiens qui se sont suicidés à cause de la hausse des températures en Inde. Donc, c'est vraiment un problème qui est là depuis vraiment des années. Ce qui est intéressant ici aussi, c'est qu'on parle vraiment des fermiers indiens, on parle beaucoup de ceux qui sont propriétaires des terres, mais on va voir que les femmes ont un rôle très important à jouer en Inde face au changement climatique. On a tendance à parler beaucoup des hommes parce que c'est eux qui sont officiellement au front, alors que souvent, jusqu'à récemment, là, on avait tendance un petit peu à éclipser les femmes de ce milieu-là, justement parce qu'elles étaient vraiment recluses au privé. C'est pas elles qui étaient considérées comme étant les responsables des terres, celles qui devaient prendre des décisions, c'était vraiment les hommes. Et c'est sûr que quand on regarde des vagues de suicides, par exemple, de propriétaires, c'est extrêmement parlant, c'est vraiment très dramatique. Donc, ça met vraiment le focal sur cet enjeu-là, mais parfois on peut avoir tendance à oublier à quel point le problème est beaucoup plus grand lorsqu'on regarde les personnes qui sont davantage dans la sphère privée. Pour ce qui est des conséquences dramatiques à prévoir pour l'Inde, juste pour vous donner une idée à quel point c'est alarmant, c'est que les vagues de chaleur en Inde, elles augmentent et elles augmentent constamment. Donc, c'est démontré là, que présentement, en raison des changements climatiques, l'aspect qui tue le plus de personnes dans le monde, c'est la chaleur. Ce qui fait que même on parle à ce jour d'un droit au refroidissement, là, donc c'est vraiment rendu un droit essentiel et de base, justement parce que c'est la chaleur qui tue le plus en raison des changements climatiques. Pour vous donner une idée, là, en Inde, là, on a eu dans les 2 dernières années des endroits où on atteignait les 55 degrés. Donc, extrêmement difficile. Et puis, la raison pour laquelle certaines études tendent à croire que d'ici 2100, l'Asie du Sud va être invivable, c'est que la chaleur va tellement augmenter que même notre capacité de suer, en fait, de faire évacuer notre sueur ne sera plus possible en raison de la chaleur et de l'humidité, ce qui fait que ça va devenir des endroits qui sont impossibles à vivre, ce qui expliquerait, par exemple, des migrations qui seraient en dehors de l'Asie du Sud. Donc, en ce moment, la majorité des migrations climatiques se font en Asie du Sud, mais ce sont des migrations qui sont internes. Et là, on parlerait à ce moment-là d'un déplacement mondial en raison de l'Asie du Sud. À noter d'ailleurs que c'est l'endroit qui est le plus populeux au monde. Donc, on peut prévoir des changements importants dans les années à venir. Donc, je vous disais tantôt qu'on a eu tendance à vraiment orienter le discours des changements climatiques vers, en occultant les femmes, mais les fondements de l'écoféminisme existent depuis quand même assez longtemps. Les premiers termes reviennent aux années 70, mais il y a des mouvements qui datent de bien avant. Pour vous donner une petite idée, là, comme ici, il y a le mouvement, vous avez sûrement déjà entendu parler si vous vous intéressez à l'écoféminisme, mais le mouvement Chipko contre la déforestation. Donc, c'est né il y a 300 ans à Bishnoi, donc en Inde.
Shipko, ça veut dire embrace ou étreinte. Ça faisait référence aux femmes qui, pour éviter la déforestation, pour préserver leur environnement naturel et la biodiversité qui était vraiment nécessaire à la survie de leur famille, ben, elles s'enroulaient autour des arbres pour essayer de les protéger, pour éviter la déforestation. Donc, c'est comme ça que ce mouvement-là, Shipko, un des premiers mouvements écoféministes, bien qu'il y en ait eu d'autres d'ailleurs en Inde, est né. Donc, c'est pour vous montrer un petit peu que le lien entre changement climatique et femmes, le lien entre la nature et les femmes en Inde est absolument pas nouveau. On en parle de plus en plus d'un point de vue académique, là, mais c'est vraiment, ça bouillonne dans la région depuis quand même assez longtemps. La raison pour laquelle on remarque ce lien-là, c'est vraiment parce que c'est principalement, comme je disais tantôt, parce que les changements climatiques, parce que le lien avec la nature, lorsqu'on le détruit, ben, va venir jouer beaucoup sur les populations les plus vulnérables, donc les femmes en font partie. Comme je disais, elles représentent 70% de la population qui vit sous le seuil de la pauvreté, mais aussi parce que on réalise que mondialement, les femmes sont responsables de façon non officielle de 80% de toutes les terres agricoles. Du moins, c'est la statistique qu'on a pour l'Asie du Sud, c'est une statistique qu'on retrouve aussi pour le continent africain. Donc, ce qui arrive, c'est qu'on se rend compte que les femmes, par exemple, si on vient à l'Inde, dans plusieurs régions de l'Inde, sont tenues à l'espace privé pour des raisons, par exemple, de pratique de la purda. Donc, la purda, c'est une ségrégation des espaces de vie entre les hommes et les femmes. Donc, elles sont tenues davantage à l'espace privé. Elles sont tenues aussi de ne pas avoir d'emploi, un salaire rémunéré dans la sphère publique. Par contre, elles vont aider à la famille, ce qui fait qu'au bout d'un certain temps, certaines femmes se ramassent à avoir toute la responsabilité de la terre, toutes les connaissances qui vont avec, mais sans aucune agentivité pour être capable de prendre des décisions face à celle-ci. Ce qui fait que dans des cas de problèmes économiques, ben, les maris peuvent avoir tendance, parce que la femme elle sait déjà s'en occuper de sa terre, à quitter pour pouvoir par exemple, trouver un emploi en ville, puis laisser les femmes seules à la maison avec les personnes à charge. Mais ça veut dire nécessairement que c'est vraiment les femmes qui s'occupent de façon non officielle des terres à la maison. On aura la chance d'en parler un petit peu plus en détail dans quelques instants. Une autre raison pour laquelle on sait que les changements climatiques impactent davantage les femmes, c'est vraiment en raison des rôles traditionnels qui sont attribués et qui ont une influence sur la mobilité des femmes, mais aussi sur leur lien qu'elles entretiennent avec la nature. Donc, par exemple, si on pense, par exemple, aux femmes en Inde, ben, généralement, les tâches qui sont dévolues à aller chercher de l'eau ou aller chercher du bois pour pouvoir l'utiliser comme combustible, ben, c'est généralement toujours dévolu aux femmes. Ce qu'on réalise, c'est que de plus en plus, en raison des changements climatiques, ces tâches-là pour les femmes, elles augmentent énormément. Comme par exemple, pour l'eau, elles ont besoin de marcher davantage. On parle des fois jusqu'à 9 heures par jour pour aller chercher de l'eau. Même chose pour le bois. Donc, ce sont des tâches qui, non seulement sont toujours généralement dévolues aux femmes, mais qui ont un impact sur leur mobilité, ce qui fait qu'ils sont obligés de se promener, de marcher davantage. Et ça, c'est ajouté à toutes les tâches qu'elles ont déjà à la maison, par exemple des personnes à charge. On sait aussi par la littérature scientifique que toutes les tâches associées les tâches reproductives augmentent en raison des changements climatiques. Donc, c'est une tâche aussi qui est dévolue aux femmes qui a tendance à augmenter en période de crise, notamment en période de changement climatique. Tantôt, je parlais des femmes qui pratiquent la purda. Donc, le lien qu'on voit ici, par exemple, avec les changements climatiques, c'est que ben voilà, elles travaillent sur les terres, elles n'ont pas l'agentivité pour être capables d'en prendre des décisions, mais elles sont vraiment au front lorsque c'est le temps de prendre lorsque c'est le temps de vivre les effets des changements climatiques. Un autre problème aussi, c'est que dans plusieurs régions de l'Inde, il y a une impossibilité d'hériter ou d'être propriétaire, ce qui fait qu'elles restent constamment dans cette période, dans cette position un peu d'entre-deux où elles ont beaucoup de responsabilités, mais aucune possibilité de décision. Ça s'explique aussi par le fait que bien de ces femmes n'ont pas de papier officiel. Dans les régions rurales, très pauvres en Inde, c'est quelque chose qui est très courant que les gens n'aient pas de papier officiel, mais souvent, lorsqu'ils vont avoir la chance de pouvoir faire la démarche bureaucratique, on va généralement mettre ces efforts-là pour les papiers de l'homme davantage que pour les papiers de la femme. Maintenant, pour ce qui est de la migration climatique et des violences genrées, de façon vraiment plus claire, donc,
On sait par l'ONU, par exemple, par l'OMS aussi, que les changements climatiques, c'est la cause qui va venir accélérer toutes les menaces et les conflits dans le monde. On peut penser, par exemple, à la Syrie, donc, où la guerre civile vraiment avait été précédée par 2 ans de sécheresse. Donc, la population était déjà complètement sous tension en raison de la grande sécheresse et ça fait exploser des conflits armés. C'est ce qu'on remarque un petit peu partout dans le monde. Ce qu'on voit aussi, c'est parce que là, c'est que lorsqu'il y a des conflits armés, lorsqu'on est en situation de crise, la violence envers les femmes, elle augmente. C'est la même chose qu'on remarque, par exemple, avec les changements climatiques. Pour vous donner un exemple, c'est pas juste un cas qu'on retrouve en Asie du Sud. On le voit aussi lorsqu'il y a eu l'ouragan Katrina, par exemple. Il y a des recherches qui ont démontré que les femmes qui étaient dans des shelters, qui étaient dans des abris, bien, pour ces femmes-là, on a remarqué que dû à leurs conditions, à l'instabilité, la violence envers elles avait augmenté. La violence conjugale avait augmenté énormément durant cette période-là. Donc, les moments de crise, les moments de catastrophe climatique ont un impact sur les violences qui sont basées envers les femmes. C'est causé aussi par les conditions d'arrivée. Donc, déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que la plupart des migrations climatiques, elles se font généralement à l'interne. Donc, comme je disais tantôt, c'est rare là, que les migrations vont aller au-delà des frontières, les frontières internationales d'un pays. Généralement, les gens, lorsque c'est le temps de migrer, ça va être une migration qui est forcée en raison des changements climatiques. Leur objectif à court ou moyen terme, c'est vraiment d'essayer de revenir à la maison, de revenir où ils habitaient. Ce qui fait que généralement, on va venir se déplacer en gang pour aller trouver refuge à quelque part le temps que les choses se placent. Mais souvent, l'endroit qui va nous accueillir ne sont pas prêts à recevoir autant de personnes que ça, ce qui fait que les conditions de vie dans les refuges qui sont temporaires sont vraiment très difficiles, sont souvent mal adaptées pour les femmes, pour préserver leur intimité aussi. Il y a eu une étude, par exemple, qui parlait des conditions de vie dans des refuges au Bangladesh qui démontraient à quel point, par exemple, il n'y avait pas de toilettes uniquement pour femmes, il n'y avait pas de possibilité de préserver leur intimité, de lit pour elles, ce qui fait qu'il y avait énormément de violences sexuelles qui se passaient dans ces refuges-là. Mais encore une fois, un autre problème, c'est que les rôles de genre sont reproduits aussi dans ces conditions-là, c'est-à-dire que ça va être encore une fois aux femmes à aller chercher de l'eau dans ces refuges-là, d'aller chercher le bois. Mais là, cette fois-ci, elles vont le faire dans un lieu qui n'est pas le leur, ce qui fait qu'elles vont se déplacer dans des régions qu'elles ne connaissent pas, ce qui vient, encore une fois, augmenter leur vulnérabilité face à leur sécurité personnelle et physique et à leur sécurité sexuelle. Un autre des problèmes qu'on voit, en fait, un autre petit mot aussi pour vous dire, là, ici, j'ai disais en 2020, c'était 30,7 millions de personnes qui ont été déplacées. Aujourd'hui, ça a augmenté à environ 50 millions de déplacés en raison des changements climatiques. On estime là, que d'ici 2050, c'est l'OMS qui a sorti ces chiffres-là, ça pourrait aller jusqu'à 1 milliard de déplacés dans le monde en raison des changements climatiques. Si on revient, par exemple, vous vous rappelez, en début de conférence, je vous ai dit que une des recherches qui était ressortie, c'était l'idée que, par exemple, durant le grand tsunami qu'il y a eu en 2004, 80 à 90% des décès étaient des femmes. Comment ça s'explique maintenant vraiment dans les décès, dans les faits, lorsqu'on regarde socialement parlant les raisons qui pourraient les expliquer, bien, je dirais que déjà d'un point de vue de départ, quand on est en situation de migration climatique, quand on est en situation où il faut s'enfuir d'une catastrophe climatique, bien, on voit déjà des disparités dans la façon d'être capable d'y faire face. Par exemple, dans certains pays, comme par exemple en Inde, on n'apprend pas aux femmes à nager. On l'apprend généralement seulement aux garçons. Donc, dans un cas, par exemple, de tsunami, bien, c'est sûr qu'on est déjà moins outillés pour être capable de faire face à une catastrophe comme ça. Un autre point aussi, je disais tantôt qu'il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas de papier officiel. On ne va pas leur en faire faire, ça ne sera pas nécessaire. On va davantage mettre cet effort-là sur les hommes. Mais ça a un impact, par exemple, juste pour avoir accès à un téléphone, pour avoir accès à une puce de téléphone puis avoir son propre cellulaire. C'est quelque chose qui souvent est interdit aux femmes. Ça va être le cellulaire, ça va être le mari qui va avoir son cellulaire. La femme va pouvoir l'utiliser. Mais si lui, il n'est pas là, puis elle n'a pas de puce pour avoir un cellulaire, à ce moment-là, elle est vraiment tenue à l'écart des nouvelles et des informations. Ça s'inscrit aussi dans l'idée qu'il y a on investit peu dans certains pays, comme par exemple en Inde, sur
l'alphabétisation, l'éducation des femmes comparée aux hommes, donc un plus grand niveau d'analphabétisme chez les femmes que chez les hommes, donc plus de difficultés à être capable de lire les nouvelles, d'être capable d'avoir une idée de solutions qui pourraient être vues pour survivre là, à court terme quand on sait qu'il y a une catastrophe qui s'en vient comme ça. Puis finalement, bien sûr, il y a l'idée que lorsque les femmes, lorsque c'est temps de s'enfuir, ce sont les femmes qui sont à charge des personnes âgées, des personnes handicapées, des enfants. Donc, ça devient nécessairement beaucoup plus difficile de s'enfuir. Et lorsque ces femmes-là s'enfuient, par exemple, dans un cas où le mari était parti en ville, travailler en ville pour essayer de faire plus d'argent, elle se retrouve seule, beaucoup plus vulnérable, loin de chez elle. Donc, elle est plus à risque pour sa santé sexuelle. Maintenant, pour ce qui est de la représentation des femmes dans les changements climatiques, ce qu'on sait, c'est que ce sont elles qui sont vraiment les plus touchées par les changements climatiques, qui sont les plus vulnérables durant les migrations forcées en raison des changements climatiques. Par contre, elles sont vraiment, vraiment sous-représentées dans les décisions face aux changements climatiques. Là, juste pour vous donner une idée, la représentation dans la lutte là, contre les changements climatiques, de façon générale dans le monde, c'est entre 1 et 10% de femmes. En 2022, juste pour vous donner une idée, à la COP27, seulement 7% des leaders mondiaux qui étaient là étaient représentés par des femmes. Donc, c'est absolument rien. Je me rappelle que durant la COP26, c'était plus que ça. Les chiffres qui avaient été donnés, ils avaient été un petit peu boostés. Là. Ils étaient allés jusqu'à 30 quelques %. Mais lorsqu'on creusait un petit peu, on se rendait compte que c'était beaucoup des femmes qui faisaient partie de l'organisation, mais pas nécessairement des leaders mondiaux, des femmes qui étaient en capacité de prendre des décisions. Donc voilà, il y a encore énormément de travail à faire, sachant que c'est vraiment les femmes qui sont les plus touchées par les changements climatiques à ce jour. Maintenant, juste pour finir peut-être sur une petite note un petit peu plus positive, c'est sûr que les femmes ne sont pas seulement victimes des changements climatiques, elles ont aussi des initiatives, elles ont aussi des idées qui méritent absolument d'être entendues. Leur savoir, si on s'intéressait à elles, si on les mettait dans des postes de pouvoir, si on leur donnait parole, on verrait que ces femmes-là ont beaucoup de savoir, entre autres parce que, comme je vous disais tantôt, c'est elles qui s'occupent à 80% des terres agricoles dans le monde, ce qui fait qu'elles ont toutes sortes d'idées, de solutions intéressantes. Je vous en donne quelques-unes, comme par exemple, vous avez peut-être entendu parler du mouvement de la ceinture verte, c'est au Sénégal, donc c'est un groupe de femmes qui, pour essayer de préserver des espaces naturels en raison de la coupe massive d'arbres, elles ont décidé d'implanter un mouvement de plantation d'arbres un peu partout dans une région, ce qui fait que c'est devenu carrément un mouvement partout à travers le pays. Mais ça a vraiment été amené à travers des femmes. C'est vraiment une initiative féminine. Un autre exemple qu'on donne beaucoup, c'est un exemple au Bangladesh, par exemple, il y a une femme, Madame Begum, qui à chaque année, en raison de sécheresse, elle se rendait compte que ces semences avaient tendance à être constamment inondées. Donc, elle a réussi par elle-même à créer un jardin suspendu avec toutes ces semences et elle a réussi à avoir un peu de financement, ne serait-ce que pour être capable de le partager aux autres femmes de sa communauté, de son village. Et à ce moment-là, à chaque mois, les femmes de sa communauté se réunissent ensemble pour se partager des trucs, se partager des astuces pour essayer de mieux faire pousser les plantes qu'elles ont au fil de la saison. Il y en a une autre, par exemple, qui est arrivée avec l'idée que durant les grandes sécheresses, tout avait tendance à sécher. Donc, ce que sont... Et puis que aussi, les plantes avaient de la misère à pousser dès le début de la saison en raison des grandes sécheresses qui arrivaient toujours de plus en plus tôt, avec de moins en moins de moussons. Ce qui fait que ce que ces femmes-là ont décidé de faire, c'est qu'au cours de l'année, elles récupèrent toutes les bouteilles de plastique un petit peu partout dans la région. Non seulement ça désengorge les bouteilles de plastique qui ont tendance à être jetées dans les rues en Inde, mais cette fois-ci, elles les gardent. Et durant un petit peu avant la mousson, elles gardent les crops dans ces bouteilles-là. Elles les font grandir pour être capables de les planter une fois la mousson arrivée. Ce qui fait que ce sont des initiatives comme ça qui, lorsqu'on donne du financement, lorsqu'on donne parole à ces femmes-là, ça permet de donner vraiment des solutions. C'est des petits exemples qui, bien entendu, sont, par exemple, au Bangladesh dans ce cas-ci, mais on peut faire des liens, par exemple, avec ici à Montréal. Là. Comme par exemple, moi, j'ai participé
à la vie pour la transition écologique à Montréal par le Conseil des Montréalaises. Je suis membre du conseil et puis on va avoir la chance d'avoir une conférence qui est vraiment basée sur ça. Mais ce qu'on rencontre aussi, c'est que les femmes ici aussi sont plus touchées par les changements climatiques. C'est la même chose qu'en Asie du Sud, par exemple. C'est un petit peu plus insidieux parce que c'est moins visible. Là, on ne parle pas de mort ici, mais il y a clairement des enjeux. Puis on se rend compte aussi que les femmes ont un lien très proche avec les changements climatiques. Elles ont beaucoup de solutions, d'idées, d'initiatives, mais malheureusement, elles sont moins entendues que les hommes. Elles ont moins d'espace de parole. Mais ça vaut la peine d'aller vers eux parce que justement, non seulement elles sont au front des changements climatiques, elles ont un lien très direct avec la nature. Elles sont les premières victimes, mais en raison du lien direct, ben, elles ont nécessairement des solutions à proposer. Donc, voilà, c'était ma petite présentation. Là. Donc, ça nous a donné une petite idée là, des grands aspects sur lesquels ça vaut la peine de discuter. Donc, je suis toute oui si vous avez des questions, envie de parler. Donc, voilà, je vois qu'il y a beaucoup de... Parfait. Donc, s'il y a quelqu'un qui veut se lancer pour des questions. Oui, oui, France Levert. Oui. Ben, merci beaucoup pour la présentation. Moi, je suis notamment impliquée avec le Réseau des femmes de l'environnement. Ces questions-là, on s'y intéresse depuis un certain temps. Et bravo aussi pour la vie du Conseil des Montréalaises qui nous inspire, entre autres, de ce que ma contribution à la Coalition Climat Montréal. Je me demandais si dans les initiatives que tu as amenées, en fait, ta présentation, on a parlé de l'impact au niveau, effectivement, dans des situations de crise, de la violence envers les femmes. Est-ce qu'il y a des mesures particulières pour faire face à ça dans les différentes conditions dont tu as parlé? Donc, on parle au niveau international. Là. Puis, il y a des cas ici, comme tu disais, tu as cité Katrina, mais il y a des études qui font des constats comme ça au Québec aussi, quand il y a eu des constats. La Au crise du niveau, par verglas. exemple, des cas d'inondation, là, en tout cas, il y a différentes études là-dessus. Mais peu importe, juste voir, effectivement, qu'il y a des mesures particulières qui ont été prises, qui pourraient être inspirantes. Oui, Merci. ben, c'est ma question, mais d'ailleurs, oui, j'ai donné Katrina, mais un autre exemple que j'aurais pu donner, c'est la crise du verglas. C'est aussi, il y a des études qui ont démontré. C'est aussi, les catastrophes climatiques, on a tendance à parler beaucoup d'inondations, de cyclones, mais la crise du verglas, ça fait partie d'une catastrophe météorologique. Donc, oui, dans les initiatives, ce qui revient, mais admettons, si on parle par exemple de la migration, un des problèmes, c'est vraiment, dans les solutions, c'est vraiment d'appréhender l'arrivée. Donc, c'est être capable d'appréhender quand est-ce que plusieurs personnes vont avoir besoin de se déplacer massivement d'un jour à l'autre. Comme je disais tantôt, les migrations se font vraiment sur des courtes distances. Souvent, là, on fait juste s'enfuir juste assez pour être capable de revenir à la maison, mais l'endroit qui accueille, c'est aussi un accueil forcé, il faut le voir comme ça aussi. Ce qui fait qu'il n'y a pas nécessairement toutes les conditions pour être capable de créer un refuge qui soit sécuritaire pour les femmes. Donc, dans les conditions, dans les solutions qui sont données, souvent, c'est vraiment pas des solutions miracles, c'est vraiment d'investir, de donner des dons, d'investir pour rendre prévoir et rendre les shelters plus sécuritaires, plus confortables pour les personnes qui vont y arriver. C'est des choses qu'on est capable souvent de prévoir. C'est sûr, pas tant d'avance, on est capable d'avoir des fonds pour ça. Donc ça, c'est dans des solutions à court terme, là, vraiment pratico-pratiques pour assurer la sécurité physique immédiate des femmes. C'est vraiment de générer des fonds là, pour essayer de rendre les shelters plus sécuritaires. Juste pour compléter. Autrement dit, la prévention, c'est super important, puis que dans le fond, les municipalités, des communes, peu importe là, le statut selon les pays, on devait investir là-dedans, là, donc prévoir. Oui, exactement. Démocratiser. Déjà, il y a un effort qui a été fait, ne serait-ce que pour démocratiser
la télécommunication en Inde. Donc, aujourd'hui, ça, c'est un des efforts qui a été fait par... On peut beaucoup critiquer le gouvernement en ce moment en Inde, là, mais un des efforts, c'est vraiment d'avoir démocratisé la télécommunication. Tout le monde est capable d'avoir accès à un réseau cellulaire aujourd'hui en Inde, pratiquement partout, là. Donc, déjà, c'est en aidant l'accès à l'information, c'est une bonne façon de savoir quand est-ce que ça vaut la peine de s'enfuir. Mais un des angles morts, c'est vraiment l'arrivée forcée dans un endroit, d'être capable de prévenir ça, puis d'avoir, c'est ça, les fonds nécessaires pour être capable d'accueillir les gens lorsqu'ils sont en détresse comme ça. Oui, Jessica. Oui, merci. Est-ce qu'on m'entend? Oui. Super. En fait, je me demandais, vous avez parlé des femmes au Bangladesh, le mouvement de la ceinture verte, puis aussi le mouvement de femmes en Inde qui entourait les arbres. Est-ce que vous avez d'autres mouvements de femmes du Sud influents par rapport à l'environnement? Puis, est-ce que vous auriez de la littérature à me proposer pour en trouver? Parce que dans le cadre d'un travail, en fait, je m'intéresse au mouvement de femmes par rapport à l'environnement des pays du Sud, mouvement de femmes des pays du Sud par rapport à l'environnement. Puis, donc, voilà, je voulais savoir, j'ai de la difficulté à trouver, en fait, les informations par rapport à ça. Puis, en fait, je sais qu'il y en a beaucoup. Mais voilà, donc, si vous avez de la littérature à proposer ou vous-même que vous avez entendu parler d'un mouvement quelconque, ça serait super intéressant. Oui, certainement. Pour ce qui est de la littérature, je vais vite comme ça. J'en ai plein dans sur mon ordi, mais il faudrait juste que je les retrouve à chaud comme ça. Ce que je propose peut-être, c'est ceux qui sont inscrits, peut-être, dis-moi, Branja, si c'est possible, je préfère une petite revue littérature là, d'auteurs qui sont vraiment intéressants. Il y en a des initiatives possibles. Oui, je te Oui, tout vois. à fait. Je pourrais envoyer par courriel ce que tu vas Génial. m'envoyer, là, sans problème. Là. Parfait. Bon, ben c'est super. Donc, oui, c'est sûr, il y en a, là, donc je vais t'en envoyer avec grand plaisir, là. Puis pour ce qui est d'initiatives, ben, ce qui est difficile en ce moment, c'est qu'il y a peu de recherches qui se font sur le terrain. Ce qui fait que c'est la raison pour laquelle tu as vraiment de la misère à trouver des initiatives. Moi, c'est là-dessus que je travaille beaucoup, c'est sur ce qu'on va voir beaucoup, c'est... Là, moi, j'ai donné des exemples qui sont vraiment faits par des citoyennes de petits villages qui ont eu la chance d'être entendues, qui ont eu la chance d'être vues, mais ça, il y en a très peu. C'est la raison, c'est parce qu'il y a très peu de financement pour financer des projets agricoles de femmes. Là, généralement, Puis la raison aussi, entre autres, c'est parce que la plupart des solutions aujourd'hui d'adaptation au changement climatique, ce pas des solutions d'adaptation au changement climatique, mais c'est des solutions de réduction, des solutions techno-économiques, ce qui fait qu'on n'est pas du tout dans la résilience, dans l'adaptation day-to-day là, pour les populations qui vivent ça de front. Ce qui fait qu'il y a très peu de financement, donc c'est difficile d'en trouver, mais ce qu'on a, par exemple, c'est quand même des groupes, des organismes. Donc, moi, à travers dans mon postdoc, je m'intéresse justement à ces organismes-là de femmes qui s'intéressent au changement climatique. Puis ce qui est intéressant, c'est que je te dirais, si tu veux avoir des bonnes idées d'initiative, va voir les organismes féministes en Inde, par exemple. Puis là, l'angle de l'environnement ressort. Mais pour ce qui est des projets uniquement d'environnement, c'est assez difficile, entre autres dans le... Il va y avoir une conférence là-dessus aussi de Catherine Vien, là, qui souvent les mouvements qui réclament une plus grande justice climatique en Inde en ce moment ont énormément de répression, ce qui fait qu'ils sont souvent passés quand même plus sous silence, puis on s'entend que les mouvements de répression, s'il y a déjà de la violence en cause de ça, un mouvement de répression de femmes, ça va être encore pire. Donc, ils sont quand même assez plus rares, mais il faut aller voir les organismes féministes, puis à ce moment-là, il y a beaucoup d'orientation sur les changements climatiques. Ça aussi, je pourrais en envoyer quelques-unes des ressources si tu veux. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Donc, oui, merci Catherine Robitaille. Je vois dans le chat, il y a portion justice environnementale, excellent.
Oui, Gaëlle. Oui, bonjour. Merci pour cette conférence. Certains des problèmes que vous avez évoqués par rapport à tout ce qui concerne le rôle genré des femmes, le rôle des femmes dans la société, les tâches qu'elles ont à mener, etc. Moi, je travaille beaucoup sur les femmes victimes de violences sexuelles dans les conflits armés. Et je retrouve beaucoup de similarités. Absolument, ouais. Pour tout ce qui est facteur de vulnérabilité, on trouve énormément de similitudes. Et vous avez un petit peu invoqué le fait que une des difficultés, c'est que les femmes aussi n'ont pas, le droit de propriété, n'héritent pas de la terre. Ouais. C'est aussi ce qu'on a vu beaucoup comme problème au Rwanda après le génocide. Femmes dont les maris avaient été assassinés ne pouvaient pas faire vivre leur famille parce que justement elles n'avaient plus accès à la terre. Mais ceci dit, j'étais en train de me demander, est-ce qu'il y a d'autres, est-ce que vous êtes au courant s'il existe d'autres éléments législatifs dans le droit qui contribuent à certains aspects de la vulnérabilité? Oui, il y en a quelques-uns. D'ailleurs, juste pour rebondir un peu sur ce que vous avez dit, vous parliez lorsque les maris décèdent, par exemple, parce que les femmes ne peuvent pas hériter, elles se retrouvent avec rien. Mais tantôt, je parlais de vagues, par exemple, de suicide des fermiers. Mais lorsque ces fermiers-là décèdent, il y a quand même toute une famille qui vit sur la terre qui n'a absolument rien. Donc, c'est encore plus difficile justement pour les femmes qui sont derrière ces hommes-là qui ont décidé de s'enlever la vie là, en raison des changements climatiques. Donc, ça aussi, ça en fait partie. Pour ce qui est de la Constitution, en Inde, de raisons législatives, ce qui est intéressant, c'est que jusqu'aux années 60, c'est très difficile pour une femme d'hériter en Inde. Sauf qu'il y a eu des différentes lois qui ont été mises en place de façon à permettre aux femmes d'avoir accès à l'héritage qui est divisé. Par contre, le problème, c'est que la Constitution indienne, elle est vraiment ancrée dans des idéaux religieux qui sont associés vraiment à une division entre les hommes et les femmes, entre la division du patrimoine, associée à la dot, par exemple, où c'est mal vu de voir la femme comme étant propriétaire parce que les femmes appartiennent davantage aux hommes. Donc, tout l'aspect religieux qui s'inscrit en Inde comme étant vraiment grandissant en ce moment, surtout dans le mouvement d'un nationalisme hindou, fait en sorte que même s'il y a certaines lois qui sont là pour protéger les femmes, comme par exemple le droit d'hériter, la dot qui est rendue illégale depuis les années 60, bien, dans les faits, ça ne se fait pas. Puis dans les faits, c'est bien vu socialement de ne pas respecter ces règles-là parce que c'est associé aux plus hautes castes. Quand on est très pauvre et qu'on veut aspirer à peut-être se réincarner dans une meilleure caste ou aspirer à une meilleure association aux castes les plus hautes, on va agir comme les plus hautes castes, ce qui fait que on va continuer à faire pratiquer la dot, on va empêcher les femmes d'hériter. Donc, je dirais que même s'il y a des lois qui sont là pour les aider, dans les faits tous les jours, ça ne se met pas en place, là. Donc, il y a comme une dichotomie, j'aurais envie de vous dire, oui, il y a toutes sortes de raisons, sauf que de plus en plus, l'Inde, c'est la plus grande constitution du monde, puis il y a quand même beaucoup de lois qui sont là pour protéger les femmes. C'est tout simplement que c'est tellement associé à l'hindouisme, où là, il y a énormément dans la façon de le lire, là. En ce moment, la façon qu'on le lit, c'est la façon la plus rigide pour les femmes, que ça a un impact sur leur vie quotidienne. Puis, pas de problème. Puis, on parlait, par exemple, de la dot, que c'est interdit, sauf que c'est très, très bien vu dans l'hindouisme de donner sa fille en cadeau parée d'or, par exemple. Ça, c'est dans les lois, Mais souvent, lorsqu'on est très pauvre, on n'en a pas. Ce qu'on va avoir, c'est un petit lopin de terre. Donc, le lopin de terre qui aurait appartenu, par exemple, à la femme, qui aurait été son héritage, par exemple, il va être donné à son mari, ce qui fait que ce qu'elle aurait pu hériter n'est pas à elle à cause de la dot qui est interdite, mais dans les faits, qui continue à se perpétrer là, à travers le temps. Merci, c'est très intéressant. Ça fait plaisir. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions ou je serais curieuse d'en savoir un petit peu plus sur des gens qui voudraient partager un peu des recherches qu'ils font sur les changements climatiques à l'UQAM ou ailleurs qui pourraient résonner un peu avec ce que j'ai montré aujourd'hui.
Bon, super. Ben, écoute, je pense que c'était très clair. Donc, ben, super. Et ce que je propose, en fait, c'est que les ressources vraiment que je trouve pertinentes pour le lien entre femmes et changement climatique, en Inde, en Asie du Sud, des recherches qui sont plus à jour aussi, que je fasse une petite revue littérature, puis on va s'arranger pour tout vous l'envoyer pour que vous ayez la chance de lire davantage sur le sujet. Euh, et puis, en espérant que ça puisse vraiment continuer à stimuler les questions à ce sujet-là. Donc, merci à tous pour votre écoute. C'était super de faire une petite rencontre rapide comme ça pour parler de sujets importants de même. Donc, n'hésitez pas aussi, si jamais vous avez des questions, vous pouvez m'écrire. Ça va me faire absolument plaisir d'y répondre. Donc, voilà, je vous souhaite à tous une belle après-midi. Merci, Merci. Marianne Sarah, puis on va avoir d'autres séries de conférences là, que tu as organisées là, dans les prochaines Oui, semaines. Hein. Surveillez oui, Facebook. La prochaine, je pense, c'est le... Et là, je l'ai oublié, là, mais c'est oui, le je pense 9 que c'est le mars. 16 mars. Et puis, le 16, oui, je pense que c'est en mars. Et puis, cette fois-ci, ça va être sur le lien entre changement climatique et vulnérabilité mentale. Ouais, c'est ça, c'est le 9 mars, en fait. Oui, C'est un exactement. jeudi. Ouais. Voilà, exactement, le 9 mars, ça s'enligne pour être super intéressant. L'autre d'après, ça va être par les chercheuses qui ont travaillé avec moi sur la vie pour une transition juste et écologique à Montréal. Donc, comment est-ce que les changements climatiques impactent les femmes à Montréal? Puis la dernière, ça va être vraiment un état de faits ethnographiques sur les mouvements de résistance de femmes en Inde sur l'extraction. L'extraction, je pense que c'est du charbon, là. Donc, ça devrait s'enligner comme étant très intéressant aussi. Ben, merci beaucoup. Mais ça fait plaisir. Merci beaucoup pour votre écoute. On va être là aux prochaines aussi, on espère que ça soit Génial. possible. Parfait, vous êtes les bienvenus. Ouais. Merci Merci. Au revoir. Bonjour. Au revoir.